Salut les chimistes. Vous avez remarqué comme le monde a changé autour de nous ces dernières années? Waouh, il a vraiment du retard, lui. Tu vas voir, c'est moi qui vais te remettre à jour là, écoute bien. Aujourd'hui, on est tous suréquipés d'appareils électroniques portables, smartphones, accumulateurs lithium-ion, tablettes, accumulateurs lithium-ion, ordinateurs portables, voitures électriques, tous ces appareils contiennent une technologie commune, celle des fameux accumulateurs lithium-ion. Au menu de cette vidéo, on va répondre à plusieurs questions. Pourquoi ces accumulateurs lithium-ion sont-ils à l'origine d'une telle révolution technologique? Comment fonctionnent-ils? Peut-on les recycler? Quels problèmes ça va poser au niveau des ressources? Et puis, seront-ils les accumulateurs du futur ou est-ce qu'on va devoir trouver des nouveaux systèmes de stockage électrochimique? Vaste question, on va répondre à tout ça. Générique. Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Commençons par le commencement. Une cellule électrochimique, c'est un dispositif qui permet de convertir de l'énergie chimique en énergie électrique ou vice-versa. Lorsque le dispositif convertit de l'énergie chimique en énergie électrique, on appelle ça une pile. Dans le cas inverse, on appelle ça un électrolyseur. Et lorsque le dispositif peut faire successivement des décharges, c'est-à-dire une conversion d'énergie chimique en énergie électrique, et des charges, c'est-à-dire l'inverse, on appelle ça un accumulateur. Dans ces conversions d'énergie, il y a toujours un petit peu de perte par effet Joule, c'est-à-dire sous forme d'énergie thermique. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que quand j'ai plein d'applis, plus je l'utilise, plus ça chauffe. Bref, tous ces dispositifs, piles, électrolyseurs et accumulateurs, sont appelés des cellules électrochimiques. Si on souhaite obtenir des tensions ou des intensités plus élevées, on peut également associer des accumulateurs pour obtenir ce qu'on appelle une batterie. Bon, je crois que j'ai compris maintenant. Mais on fait comment pour fabriquer ça? La première chose qu'il nous faut pour obtenir une cellule électrochimique, c'est une réaction chimique qui met en jeu des transferts d'électrons. Électrons, chimiques, électrochimiques, c'est bon, vous l'avez? En chimie, il y a des réactions faites pour ça, pour les transferts d'électrons. C'est ce qu'on appelle les réactions d'oxydoréduction. Dans une réaction d'oxydoréduction, il y a transfert d'électrons entre les réactifs. Le réactif riche en électrons, qu'on appelle réducteur, transfère des électrons aux pauvres, qu'on appelle oxydant. C'est beau quand même, le riche qui donne aux pauvres. Bah voyons, les riches qui donnent aux pauvres. Mais où sont ces réactions d'oxydoréduction? Le vin qui tourne au vinaigre, le fer qui rouille, les aliments que vous ingérez qui sont métabolisés pour vous fournir de l'énergie, le vieillissement des cellules. Tout ça, les amis, c'est de l'oxydoréduction. Pour obtenir une pile, il nous faut certes la réaction d'oxydoréduction, mais il faut quelque chose de plus, il faut un courant. Or, un courant, mes amis, c'est un déplacement de charge à travers un conducteur. Par exemple, des électrons qui se baladent dans un fil de cuivre, ça crée un courant. Mon père était conducteur, mon grand-père était conducteur, mon arrière-grand-père était conducteur. Et moi, est-ce que je serai conducteur? Bon, pour faire apparaître un courant, il faut que le lieu de l'oxydation et le lieu de la réduction soient différents. Autrement dit, on va mettre les réactifs dans des compartiments différents, si bien que les électrons vont être obligés de voyager pour passer du réducteur à l'oxydant, via deux extrémités appelées électrodes et un circuit électrique extérieur. Et des électrons qui voyagent, ça nous fait un courant. Et au sein de la cellule électrochimique, les deux électrodes sont reliées par un milieu qu'on appelle électrolyte. L'électrode où a lieu la réduction est appelée cathode et l'électrode où a lieu l'oxydation est appelée anode. Donc en fait, on va avoir deux compartiments reliés par un circuit électrique extérieur et par un milieu qu'on appelle l'électrolyte. Dans l'électrolyte, le passage du courant est assuré par les ions, alors que dans le circuit électrique extérieur, il est bien assuré par les électrons. Bon alors maintenant, pourquoi le lithium a-t-il eu un tel succès? Pour les chimistes, commençons par un peu d'histoire proche. Environ jusqu'à la fin des années 70 et au cours des années 80, les premiers appareils portatifs grand public sont apparus. Et on utilisait des piles, le problème des piles c'est que c'est pas rechargeable, donc une fois usé, on les jetait. Super. Puis sont apparus les premiers caméscopes VHS, équipés cette fois-ci d'accumulateurs ou batteries nickel-cadmium, qui tiennent leur nom des éléments qui constituent les électrodes de ces accumulateurs. Le souci, c'est que le cadmium, c'est toxique. Et puis, vous savez, il y avait le fameux effet mémoire. C'est-à-dire, je pense que vous vous rappelez, les anciens, mais on était obligé de décharger complètement la batterie avant de la recharger, sinon on la détériorait. Bref, pas très pratique. Tiens les chimistes, et concernant cet effet mémoire, allez voir mon pote Jérôme de la chaîne Energia, il a aussi fait une vidéo sur les accumulateurs pour l'occasion. Il y parle de l'effet mémoire qui détaille un peu plus, il y parle aussi d'autres phénomènes que je vous laisse aller découvrir et pensez à vous abonner à sa chaîne qui parle de l'énergie. Salut Jérôme!
Et parallèlement, il y a eu l'apparition des nouveaux accumulateurs, nickel-métal-hydrure, moins polluants que leurs prédécesseurs et sans effet mémoire, qui vont donc du coup progressivement les remplacer. Bon et puis voilà, ensuite vous connaissez la suite, 2007, apparition du premier smartphone, et depuis, ce sont les accumulateurs lithium-ion qui occupent la place prédominante dans le marché de l'électronique portable. Mais alors la question c'est pourquoi? Ça, c'est pour la monnaie, mon frère. Alors oui, mais pas seulement. Il y a aussi une histoire de performance. On peut s'en faire une idée en connaissant l'énergie électrique et la puissance électrique délivrée ou stockée par un accumulateur. L'énergie électrique stockée par un accumulateur est donnée par la formule énergie E égale la tension U fois la capacité Q. La capacité, en quelque sorte, c'est la charge contenue par l'accumulateur. C'est la quantité d'électricité qu'il peut contenir. Pour la capacité, l'unité dans le système international, c'est le coulomb, qu'on note C. Mais pour exprimer la capacité des piles, on tolère l'ampère-heure. Regardez sur votre batterie lithium-ion, normalement, vous pouvez calculer cette valeur de l'énergie. Ah ok, la capacité de ma batterie externe, c'est 24 000 mAh. Sa tension, 3,7 volts. Donc son énergie, c'est 24 fois 3,7, ça fait 88,8 Wh. Cool. Alors, le wattheure, c'est ce que vous voyez sur votre facture EDF. Quand vous voyez des kilowattheures, c'est de l'énergie. Quand vous regardez une étiquette alimentaire, c'est des kilocalories, ça aussi c'est de l'énergie. Et dans le système international, on utilise le joule. Mais bon, tout ça, ça décrit la même chose. C'est bien une unité d'énergie. Maintenant, il y a aussi la puissance électrique qui nous intéresse. En quelque sorte, la puissance, c'est la vitesse avec laquelle est libérée l'énergie. En ce qui nous concerne, la formule qu'on va utiliser, c'est puissance P égale la tension U fois l'intensité I. Et l'intensité, en fait, c'est une charge, donc en l'occurrence la capacité divisée par une durée, qu'on va noter delta T. Bref, vous pouvez faire le calcul dans le cas de votre batterie, par exemple, pour trouver la puissance maximale qu'elle peut délivrer. J'ai donc une tension de sortie de 5 volts, une intensité maximale de 2,1 ampères. Si je calcule la puissance, j'ai donc 5 fois 2,1, 10,2 watts. Cool. Bon, tout ça c'est bien joli, mais si on a des énergies, des puissances élevées, mais que l'accumulateur est très lourd, c'est pas du tout intéressant, notamment pour de l'appareil électronique portable. Bon, ça va. C'est pas si lourd que ça. Donc ce qui nous intéresse, c'est plutôt les densités d'énergie et densités de puissance, c'est-à-dire énergie et puissance divisées par la masse. C'est ce qu'on va appeler énergie massique et puissance massique, et c'est donc ces grandeurs-là qu'il faut optimiser. À l'époque, avec des accumulateurs nickel-métal-hydrure, on avait des densités énergétiques qui allaient grosso modo de 30 à 80 Wh par kilogramme. C'était super satisfaisant à l'époque, mais aujourd'hui, on a les accumulateurs lithium-ion. Et avec les accumulateurs lithium-ion, vous avez des densités énergétiques 3 à 5 fois supérieures. Ce qui revient à dire finalement que pour une même puissance, on a des autonomies aussi 3 à 5 fois supérieures. Et surtout, on a des appareils plus légers. Donc en résumé, ma batterie elle fait 400 grammes. Donc l'énergie massique ferait 222 Wh par kilogramme. Et pour la puissance massique maximale, ça me fait 25,5 watts par kilogramme. Ok. Sur le plan chimique, quels sont les avantages de l'utilisation du lithium? Il y en a deux. Premièrement, c'est un élément très léger. Et deuxièmement, il est très réducteur, ce qui veut dire que ça va permettre de délivrer des tensions beaucoup plus importantes. Et on l'a vu, la tension intervient dans les expressions de l'énergie et de la puissance. Donc, on va améliorer ces deux paramètres-là. Et bien sûr, comme le lithium réagit avec l'eau, il faudra des électrolytes non aqueux, c'est-à-dire des électrolytes qui ne contiennent pas d'eau, mais c'est aussi ce qui permet d'avoir ces tensions importantes. Bref, vous l'avez compris, avec des accumulateurs lithium-ion, on peut avoir des batteries qui ont des densités d'énergie vraiment très intéressantes, et du coup, des appareils qui pèsent pas lourd. Voilà, on a tout dit. Alors pourquoi un prix Nobel de chimie pour ces accumulateurs lithium-ion? Et pour ça, je vous propose d'aller voir la bonne personne. Nous allons rendre visite au professeur Patrice Simon à l'université Paul Sabatier. Vous venez avec moi? Yo les chimistes, allez on y va. Bonjour Patrice. Bonjour Raphaël. Comment ça va? Ça va? Ouais. Ah oui, double check. Double check. Double check. Alors, merci de me recevoir déjà. Avec grand plaisir. De nous recevoir avec tous les abonnés. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter un petit peu et dire ce que tu fais comme... Oui, moi je m'appelle Patrice Simon, je suis professeur en sciences des matériaux à l'université Paul Sabatier de Toulouse et je travaille sur, principalement, ma spécialité sont les matériaux pour le stockage d'énergie, les batteries et les supercondensateurs. Les premiers travaux, c'est Stan Whittingham, donc, qui a le premier, il a trouvé un matériau d'électrode positive
qui a permis d'intercaler réversiblement des ions lithium. Donc c'était le disulfure de titane, le TiS2. Et c'était pour la première fois, on était capable de faire fonctionner en milieu non aqueux, donc avec une tension relativement importante, un matériau qui allait compenser la charge qu'on injectait par intercalation du lithium. Et ça, c'est donc Stan Whittingham. Et ensuite, John B. Goodenough, qui est un génie, hein, qui a fait des découvertes fantastiques, pas seulement en chimie du solide, mais c'est un des pères de la chimie du solide aujourd'hui. John B. Goodenough, il a trouvé un matériau qui est encore aujourd'hui utilisé dans les téléphones portables et dans vos batteries, qui sont les oxydes de métaux de transition lamellaires, en particulier les oxydes dérivés de cobalt. Et de la même façon, lui, avec ce matériau-là, il a augmenté les performances, les capacités, les potentiels, et ça a été la deuxième grande rupture qui a conduit après, avec la découverte du japonais Yoshino Akihara, qui a permis, lui, de trouver une électrode négative pour venir stocker ces ions lithium-ion qui sont libérés par la positive lors de la charge et vice-versa. Et ça, ce matériau, c'est le carbone. Alors, Akihara a travaillé sur le polyacétylène, mais après, rapidement, le graphite s'est imposé. Donc, 3 grands bonhommes et une découverte qui a vraiment changé, qui a eu vraiment un impact considérable dans notre vie tous les jours. Avoir un téléphone portable, un smartphone aujourd'hui, avec la technologie nickel métal hydrure, ça veut dire que toutes les 3 heures, on s'arrête pour le recharger. C'est là où on prend vraiment conscience et la mesure de la rupture scientifique et technologique qu'a été la découverte de la batterie lithium-ion avec les 2 électrodes électrolytes, parce qu'on ne pourrait pas avoir juste de smartphone aujourd'hui. Les véhicules électriques avec des batteries au plomb, ça équivaudrait à tirer 700-800 kg de batterie au plomb. C'est juste impossible. Ouais. En fait, le lithium-ion a aussi créé les joueurs de Pokémon Go, du coup. C'est pas fou. Enfin, non, mais on peut le voir comme ça aussi. C'est intéressant. On a une électrode négative qui est du carbone graphite. Quand on va venir décharger la batterie, ce carbone graphite, il contient des ions lithium. Et ces ions lithium, ils vont être désintercalés de l'électrode de graphite. Pendant la décharge, on va les sortir de l'électrode de graphite, donc le carbone va changer de degré d'oxydation. Et ces ions lithium, on va les réintercaler dans l'électrode positive d'oxyde mixte nickel, manganèse, cobalt. C'est du Li, Ni, NX, COY, MNZ, O2. Et donc, on appelle ça la batterie lithium-ion parce qu'on voit bien que c'est juste un échange d'ions. Alors, c'est pas le même ion lithium qui va être sorti de la négative et qui va rentrer dans la positive, c'est de proche en proche, mais c'est le principe de la batterie lithium-ion. Et bien sûr, pour faire ça, il faut échanger un électron via un circuit extérieur, et cet électron, il va traverser votre téléphone portable, votre ordinateur pour alimenter l'ordinateur. On est bien évidemment limité par les ressources de lithium, puisque c'est une matière en quantité finie, comme le pétrole. Après, je ne pense pas que la pression elle soit sur la quantité de lithium, la pression elle est plus sur la disponibilité du lithium, et elle est aussi sur le fait qu'aller extraire du lithium, le carbonate du lithium, ça a un coût environnemental, et donc il faut de toute façon trouver des solutions pour recycler, pour essayer de mettre au point des procédés moins consommateurs d'énergie pour récupérer les métaux de transition, les sels de lithium, les sels fluorés, et les collecteurs de courant que sont le cuivre et le nickel. Là on était plutôt côté lithium, mais côté cobalt par exemple. Cobalt, nickel. Je vous ai dit tout à l'heure que aujourd'hui on est en train d'essayer de diminuer au maximum la teneur de cobalt à l'électrode positive, la teneur en cobalt à l'électrode positive. La première motivation c'est d'augmenter la sécurité. Voilà. Mais la deuxième motivation, on sait que les ressources en cobalt elles sont limitées je dirais en quantité, et elles sont limitées en accès. C'est-à-dire que la géopolitique joue un rôle important. Ces ressources elles se trouvent principalement dans des pays en Afrique, et les conditions d'exploitation de ces ressources et d'accès aux ressources posent question, des questions d'éthique en particulier. Et c'est pour ça qu'on essaie aussi de se dégager du cobalt et d'essayer de trouver des nouveaux matériaux. Alors en fait, si vous voulez voir l'intégralité de l'interview avec Patrice, vous irez voir sur la chaîne secondaire. Bon merci beaucoup Patrice de m'avoir reçu, enfin de nous avoir tous reçus avec les abonnés, c'est super sympa. C'était un grand plaisir. Et est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose pour conclure cette vidéo? J'aurais peut-être, alors ça n'a pas forcément grand chose à voir avec la science des batteries, mais je voudrais dire que, si je parle un peu de moi, quand j'étais un élève moyen au lycée, donc je suis parti à l'université, et c'est à l'université que en fait, je me suis découvert au travers de 2-3 enseignants qui m'ont donné un amour de la science, un amour de la chimie solide et de la science physique, des sciences physiques. Et c'est vraiment à l'université que je me suis révélé entre guillemets, et le message que je voudrais dire, c'est que même si vous êtes des étudiants moyens, si vous êtes des lycéens moyens, si vous êtes... croyez en ce que vous faites, et
Je vous souhaite de rencontrer vous aussi des gens, des enseignants, que ce soit à n'importe quel niveau, qui vont vous donner envie d'apprendre, envie de savoir, et puis il faut croire en ses rêves. Voilà. Et moi je fais aujourd'hui le métier qui m'a toujours plu, et c'est un métier qui est fait de plein de surprises. On se lève le matin, on ne sait pas ce qu'on va faire dans la journée, et c'est franchement très chouette. Et je vous souhaite à tous de faire la même chose. Voilà les chimistes, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Je tiens à remercier très sincèrement Patrice Simon qui a accepté d'intervenir dans la vidéo et c'était super enrichissant. Merci beaucoup Patrice. Je remercie également Antoine Wilm qui se tient derrière la caméra de Positive Dreams Productions, ainsi que mon ami Jérôme de la chaîne Energia. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à sa chaîne et à sa vidéo sur les accumulateurs. Enfin, cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Mediachimie et je tiens également à les remercier. Et puis, bien entendu, vous les amis chimistes, évidemment, merci à vous pour tout votre soutien, tous vos messages d'encouragement. Posez-nous des questions dans les commentaires si vous en avez, proposez des sujets, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification et si vous souhaitez suivre l'actualité de Blablaro Labo, Instagram, Facebook, Twitter et quant à moi, je vous dis à bientôt au labo!